Alors, troisième étape qui est le seiton. Donc, la personne apprend à se discipliner. La personne va apprendre à trouver un équilibre entre ce qu'elle aura trié dans l'étape précédente et ce qu'elle va ranger en quelque sorte, ranger mais avec une certaine organisation. Alors cette organisation, donc ranger, ordonner, identifier les objets et les emplacements, va permettre de créer une espèce de discipline pour que ça puisse fonctionner. Donc c'est très bien d'identifier les différents éléments qu'on aura rangés dans les différents espaces, mais encore faut-il qu'on puisse s'y retrouver, donc c'est pour ça qu'on va parler d'ordonner et de ranger, et d'identifier les objets, mais c'est aussi de les retrouver le plus rapidement possible. Donc ça c'est un peu l'objectif en termes opérationnels. Donc on aura défini des zones, on aura défini donc des objets en fonction des différentes zones, et on aura également mis un numéro, une lettre, enfin ce que vous voulez, pour pouvoir les identifier et pour pouvoir les repérer rapidement. Ça va ? Alors, ici, ce qu'on va essayer de faire également, c'est de travailler en groupe si c'est possible. Sur les différents postes de travail, on va retrouver normalement à peu près le même type de zone. Alors, pas forcément les mêmes outils, mais il peut y avoir des postes qui sont identiques, évidemment. Et donc, dans ce cadre-là, on va essayer d'harmoniser un petit peu les choses. Je suis, comme je l'ai dit précédemment, contre le fait de dire qu'on va standardiser du travail. Ici, il ne s'agit pas de ça. On va essayer de faire des bonnes pratiques, c'est-à-dire des pratiques qui font que ça marche bien dans la pratique. Il ne s'agit pas de faire des procédures compliquées que personne ne comprend, et puis on se rend compte que sur le terrain, en fait, on fait autre chose. Donc ici, c'est vraiment pas ça qui est visé, c'est de faire des choses qui ont un sens pour les personnes qui sont sur le poste de travail. Donc ici, c'est pour ça que je parle de décision collégiale, c'est-à-dire que on ne va pas travailler avec 2-3 personnes dans un petit poste de travail, on va essayer d'étendre ça à plusieurs postes de travail, si c'est possible, encore une fois. C'est pas toujours possible, mais c'est pas la peine de recommencer une opération 42 fois dans 42 zones. Essayer de travailler avec des gens qui ont des idées, et c'est surtout ça qu'on va voir, c'est leur capacité à échanger des idées sur des éléments, des situations, des actions qu'ils connaissent particulièrement bien. Donc première étape vers l'application des bonnes pratiques, c'est vraiment ça. Donc ici, les bonnes pratiques, ce n'est pas des standards. Bon, je reformule un petit peu les choses parce que c'est vraiment important. Le standard, c'est quelque chose qui est immuable, donc qui dans le temps ne change pratiquement pas ou très très peu. Ici, ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce qu'on cherche. On est dans l'amélioration continue. Donc, ce qu'on a mis en place peut être modifié dans les 6 mois, dans les 3 mois, dans les 3 jours, enfin peu importe. Ça peut être vu comme quelque chose qui n'est pas immuable. Et ça doit être vu comme ça, de toute façon. Alors maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va chambouler complètement les opérations. Ça veut simplement dire que ce qui a été décidé, peut-être modifié, amendé. Ça va parfois peut-être complètement perturbé, mais encore une fois, il faut que l'ensemble des personnes soient parfaitement concernées par ces modifications. Donc c'est une opération qui est assez stratégique, mais qui dépendra de l'étape précédente. Donc vous avez compris maintenant que si les personnes ne savent pas décider et assumer les conséquences de leurs décisions, il est évident que cette étape-là, vous allez aller dans le mur tout simplement. Ça va ? Donc c'est pour ça que c'est très important de bien réussir la deuxième étape. Alors ici, on va parler d'un point qui est un petit peu compliqué, on va dire, dans la partie management, puisque en fait, le manager va changer un petit peu de façon de manager. Il va passer à quelqu'un qui est plutôt un animateur. Alors pourquoi est-ce que le manager va également avoir à modifier son comportement? Tout simplement parce qu'on veut que le manager délègue un maximum pour qu'il puisse se concentrer sur des opérations de projet, d'amélioration et aussi, par voie de conséquence, à une augmentation de la valeur produite. Donc c'est ça qui est visé. Donc le manager ici n'est pas quelqu'un qui fait du suivi. Il ne fait pas le suivi de ce qui existe. Lui, il est là pour amener des idées ou donner des outils aux personnes. Des outils, attention ici, pas des outils de façon matérielle forcément, mais des outils de réflexion en tous les cas. Et on va se servir des personnes pour obtenir des objectifs d'augmentation de la valeur. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tout simplement parce qu'on considère que les personnes qui sont sur le poste de travail, ce sont des experts, comme si vous aviez des consultants à votre disposition, mais qui sont très spécialisés sur leur poste de travail. Donc en fait, le rôle du manager dans ce cas-ci, c'est de faciliter en fait les compétences des personnes et de les faire ressortir. Donc c'est un peu l'objet du Lean aussi. On fait le déploiement du Lean dans l'objectif final, c'est d'améliorer les compétences des salariés de manière à ce qu'ils apportent leur pierre à l'édifice et non pas simplement par leur force de travail, si je puis dire. Donc c'est pour ça qu'ils ne vont pas imposer leur propre choix.
il va faire ressortir les expériences positives des participants. Si vous êtes suffisamment costaud dans la communication, vous pouvez parler des expériences négatives, faisant ressortir l'aspect positif des choses. Donc n'oubliez pas petit SWOT, donc la matrice SWOT, donc force, faiblesse, menace, opportunité, en pensant toujours à ce que les faiblesses deviennent des forces et les menaces deviennent des opportunités. Et c'est en ça qu'on augmente la valeur d'un service, d'une production et d'une entreprise de manière globale. Donc voilà l'aspect quand même relativement important de l'aspect managérial. Alors à la fin de cette étape, donc on a une charte. Alors vous n'êtes pas obligé de faire une charte évidemment, mais c'est vivement conseillé, puisque là, la charte, c'est un engagement des participants. On peut aller jusqu'à leur demander de signer. Personnellement, c'est ce que je fais. Alors, en sachant que ça n'a aucune valeur légale, bien évidemment. Mais le fait d'apposer sa signature marque son engagement par rapport à ce qui a été écrit. Ce qui a été écrit, donc tout le monde est d'accord. Une recherche à faire de consensus par rapport à toutes les personnes qui vont mettre en place cette décision de groupe qui est de ranger, organiser, etc. Ici, vous n'aurez pas quelque chose de parfait. Donc c'est ça qu'il faut bien se mettre dans la tête. Votre charte, elle ne sera pas parfaite. Donc elle va être amendée, et c'est pour ça que je parle de progression itérative, c'est-à-dire que petit à petit, cette charte va venir se compléter ou va être reformulée, donc avec plus de précision par exemple, pour essayer d'éviter les différents problèmes. Donc la charte ici, son objet, c'est d'être un élément de référence, c'est-à-dire on va pouvoir comparer par rapport à ce qu'on fait et ce qui a été inscrit dans la charte, pour dégager un petit peu des responsabilités de personnes par rapport à, par exemple, une diffusion de bonnes pratiques ou une contestation par un intérimaire ou une personne nouvelle, par exemple. On dit, écoute, oui, ok, moi je te dis de faire comme ça, mais dans la charte, c'est-à-dire tout le monde a signé. Et s'il voit les signatures, il voit bien que les gens se sont engagés, évidemment, par rapport à ça. Et on va lui mettre un petit peu la pression pour qu'il se soumette un petit peu à cette charte. Donc, tout simplement pour pas qu'il désorganise complètement le système qu'on a mis en place et qui a pris énormément de temps. Donc, voilà un petit peu le pourquoi de cette charte. Voilà. Alors, avec un effet quand même assez souple dans son application. Alors, je termine juste sur une chose, c'est que, en fait, il faut veiller à ne pas faire de procédure. Ne faites pas de procédure, ne faites pas de gamme, puisque toutes ces appellations-là font référence à une partie administrative qui est différente, dissociée en fait de la partie productive, et donc les personnes n'ont pas l'impression d'être impliquées dans le système. Ça va. Donc c'est un peu comme si ça venait d'en haut. La charte, il faut que ça vienne d'eux, de manière à ce qu'ils soient directement impliqués par le respect de cette charte. Voilà, ceci termine donc la 3e étape, et donc on se rejoint dans la 4e. Merci de m'avoir écouté.